survivre à un infarctus, c'est une sacrée épreuve. Mais en fait, la vraie reconstruction, elle commence juste après, quand il faut apprivoiser une toute nouvelle vie. C'est un parcours psychologique hyper intense, un chemin qui nous mène du choc à une existence complètement redéfinie et qui peut être pleine de sens. Alors, on va regarder ça ensemble. Cette phrase, elle vient d'un groupe de paroles et franchement, elle dit tout. Un infarctus, ce n'est pas juste un pépin de santé, c'est une vraie rupture dans une vie. Tout ce qui semblait acquis, solide, est d'un coup remis en question. Pour y voir plus clair dans ce cheminement, on va suivre 4 grandes étapes. D'abord le choc psychologique du début, puis le moment où il faut accepter cette nouvelle réalité, ensuite la phase de reconstruction active d'un quotidien qui nous plaît, et enfin comment on retrouve sa place au milieu des autres. Ok, première étape. Et là, on parle d'un vrai tremblement de terre intérieur. L'événement est tellement soudain, tellement brutal, que ça déclenche une vague d'émotions. Des émotions parfois complètement inédites qui peuvent vraiment nous déstabiliser. L'un des trucs les plus frappants, c'est l'arrivée d'une anxiété que beaucoup décrivent comme un niveau jamais atteint avant. C'est pas une petite inquiétude, c'est une angoisse profonde, une peur qui est là tout le temps et qui peut devenir vraiment écrasante au quotidien. On a l'impression d'être à fleur de peau. Une petite remarque, une musique, un souvenir, et hop, ça peut déclencher des larmes ou une colère qui semble totalement disproportionnée. En fait, cette hypersensibilité, c'est une conséquence directe du trauma. C'est un peu comme si tout notre système nerveux était à vif. Et puis il y a le cerveau, qui se met à tourner en boucle. On appelle ça la rumination. Ce n'est pas juste penser, c'est prendre un sujet, l'infarctus, la peur de l'avenir, et le retourner dans tous les sens, en boucle, sans jamais trouver de solution. C'est épuisant, mentalement, ça prend toute la place. Et tout ça, bien sûr, ça se répercute sur le corps. Le sommeil, souvent, il est haché avec des micro-réveils où justement toutes ces pensées angoissantes en profitent pour s'engouffrer. Et en même temps, les trucs qui nous intéressaient avant, lire les infos, suivre une discussion, ça peut paraître complètement futile. On se sent comme déconnecté du ronron de la vie. Ce témoignage de Jérôme est super intéressant. Ça montre bien que le choc, il n'est pas toujours immédiat. Lui, il était militaire, la prise en charge médicale était tellement rapide qu'en fait, il a réalisé la gravité de la situation que bien plus tard, une fois que le diagnostic était clairement posé. Et là arrive la question, celle qui tourne en boucle les premières semaines. Un sentiment d'injustice terrible, pourquoi moi, alors que je faisais attention? Ou à l'inverse, une énorme culpabilité de ne pas avoir fait assez attention. C'est une étape vraiment douloureuse, mais elle est indispensable pour avancer. Alors, une fois le choc un peu encassé, on entre dans la deuxième phase, et c'est sans doute la plus compliquée. Accepter que la vie ne sera plus jamais exactement pareille. Mais attention, ce n'est pas une défaite. Au contraire, c'est le point de départ pour tout reconstruire. C'est là qu'on prend vraiment la mesure de ce qu'on a perdu. La vie d'avant, c'était la spontanéité, un corps qui suivait sans brancher. La vie d'après, elle impose un nouveau rythme. Il y a cette fatigue, les médicaments à prendre tous les jours, des limites physiques avec lesquelles il faut apprendre à composer. La peur, elle est partout. Mais, et c'est là que c'est paradoxal, ce n'est pas forcément une ennemie. Les psychologues disent même que c'est une sorte d'allié. C'est parce qu'on a peur que ça recommence qu'on va trouver la force de changer ses habitudes. En fait, elle réveille notre instinct de survie. Le mécanisme est assez simple, mais super puissant. La peur, elle déclenche un besoin de se protéger. Et ce besoin de se protéger, il devient le carburant pour mettre en place les changements qui comptent. Arrêter de fumer, mieux manger, bouger. Sans cette petite dose de peur, beaucoup n'auraient pas la motivation pour tenir sur le long terme. Et voilà le déclic, le point de bascule. Accepter sa nouvelle condition, ce n'est pas baisser les bras, c'est regarder la réalité droit dans les yeux pour pouvoir agir dessus. C'est le moment précis où l'on cesse d'être une victime de ce qui est arrivé pour devenir l'architecte de sa nouvelle vie. Allez, on passe à l'action. On a accepté, maintenant on construit. C'est la phase active où l'on va bâtir, consciemment, un quotidien qui a du sens, qui est une source de joie, même avec les nouvelles contraintes. L'infarctus, c'est un peu comme un énorme filtre. On apprend très vite à faire la différence entre ce qui nous donne de l'énergie et ce qui nous en pompe. On a beaucoup moins envie de se fatiguer avec des conversations futiles ou des obligations sociales qui nous vident. On se recentre sur ce qui compte vraiment. Heureusement, pour gérer ces moments où l'anxiété monte en flèche, il existe une vraie boîte à outils. Des choses concrètes, comme la cohérence cardiaque, des exercices de respiration tout simples, un peu de méditation ou juste mettre une musique qu'on aime et bouger un peu. Ça peut vraiment aider à reprendre le contrôle. Et ça, c'est un conseil en or qui vient d'une psychologue. On a souvent la tentation de vouloir tout changer, d'être parfait du jour au lendemain. Mais c'est le meilleur moyen d'échouer. Il vaut 1000 fois mieux intégrer des petits changements, mais qui durent, plutôt que de viser une perfection impossible qui ne mène qu'à l'abandon et à la culpabilité. Et pour finir, la dernière grande étape, le rapport aux autres.
comment on fait avec la famille, les amis, les collègues, qui souvent ne comprennent pas forcément à quel point les choses ont changé à l'intérieur? Et ça, c'est peut-être un des trucs les plus compliqués, parce que de l'extérieur, rien ne se voit. Pas de fauteuil roulant, pas de plâtre. Il faut donc arriver à expliquer la fatigue, les nouvelles limites. Expliquer que la rando prévue avant, ce n'est peut-être plus possible, ou en tout cas pas au même rythme. La communication devient absolument capitale. Le problème, c'est que l'entourage, même en voulant bien faire, peut parfois être super angoissant avec ses conseils. Il faut apprendre à trier. Mettre de côté les phrases qui infantilisent, du genre « à ta place, je ferai attention », et plutôt accueillir celles qui offrent un vrai soutien, qui respectent notre autonomie. Et c'est là vraiment que la boucle se boucle. Après le deuil, après la reconstruction, il y a un moment où l'on peut se remettre à rêver. L'infarctus, ça ne veut pas dire la fin des projets. Au contraire, ça peut même être le déclic pour de nouveaux voyages, de nouvelles passions, un nouveau boulot. Bref, des choix de vie qui sont beaucoup plus alignés avec qui on est vraiment. Finalement, toute cette épreuve ramène à une question essentielle. L'accident a eu lieu, ça, on ne peut pas le changer. Le passé est derrière. Mais l'avenir, lui, il reste complètement à écrire. Et c'est une occasion, peut-être unique, de choisir le chemin qu'on veut vraiment prendre, avec une conscience toute nouvelle de la fragilité, mais aussi de la valeur de la vie.